Pour évoquer justement le dossier et cette journée particulière, je reçois à partir de Paris Badis Khnissa, analyste politique. Bonsoir Badis. Bonsoir Karim et merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Alors Badis, on l'a dit, première séance de la journée du RIF à Alger. Pourquoi selon vous avoir choisi ce moment pour organiser un tel dialogue d'après vous ? Écoutez, il me semble pertinent aujourd'hui d'abord de souligner l'importance et la gravité aussi du moment, à savoir être aux côtés et cautionner surtout des causes justes et des causes nobles, surtout quand il s'agisse notamment de l'indépendance et notamment de sortir du joug, notamment du colonisateur, sachant qu'on parle, comme vous l'avez évoqué dans votre reportage, de dernière colonie africaine notamment, si on considère également en parallèle le Sahara occidental d'ailleurs, qui sont sous le même joug colonial qui est la dynastie alawite. Donc il est important aujourd'hui à travers ce type d'événement, et qui plus est, qui prend une symbolique plus forte encore et plus, je dirais, importante et considérable quand il est accueilli justement dans les bras d'un pays qui est modèle de la libération. Ça a été évoqué aussi dans votre reportage, qui est l'Algérie, cette Mecque des révolutionnaires, mais surtout aussi qui est très sensible notamment à ce type de quête noble et louable, mais juste surtout à savoir comment sortir du joug colonial, mais surtout aussi comment rendre possible l'impossible, et à travers justement un événement comme celui-ci aujourd'hui, qui est peut-être les prémices, mais peut-être les premières étapes, ou les fondations notamment saines, qui permettront de créer des perspectives politiques, mais surtout aussi des perspectives diplomatiques pour ce PNR et ce mouvement qui est soutenu par tout un peuple, le peuple rifin, qui aujourd'hui, je dirais, lutte ardemment pour justement son indépendance. Je dis bien son indépendance et non pas sa cession et séparation, puisque le RIF, le territoire de RIF, n'ont jamais été propriété du Maroc. La légitimité des revendications historiques en ligne de mire, on l'a dit, mais on se rend compte que dans une telle situation, même si le droit international consacre ces revendications de légitimité et de droit, cela ne suffit pas malheureusement. C'est aussi vrai pour la question du RIF ou du Sahara occidental, tout comme la Palestine. Est-ce que le droit international aujourd'hui aurait-il besoin d'être réformé ? Alors, en première partie de ma réponse, j'ai envie de vous dire oui, effectivement, mais ce n'est pas binaire, puisque cela est conditionné par pas mal de facteurs, notamment. Il faut revenir aussi au narratif, notamment du colonisateur, qui jouit d'un lobby, notamment, puisque, je rappelle, il y a beaucoup d'analogies à faire avec l'entité sioniste, puisque vous le savez, et on le sait tous, que le centre de gravité et de la décision et de la souveraineté de la décision politique de Rabat a été délocalisé vers l'entité sioniste, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un narratif important, notamment en matière de marathon diplomatique, pour justement faire taire toute voix dissonante, y compris aujourd'hui celle du peuple rifin. Mais j'ai envie de vous dire aussi que, en même temps, il y a des faits historiques indéniables et incontestables, notamment. Je reviens, et d'ailleurs aujourd'hui ce mouvement, cet événement au gros honorable et louable, porté par les enfants du peuple rifin, mais surtout les enfants qui marchent sur les traces et les pas de, notamment, Feu Abdelkrim Al-Khattabi, cette figure de proue notamment du soulèvement rifin, qui avait juste demandé plus de justice sociale, plus d'équité, mais surtout plus de développement et plus de droits humains pour le peuple rifin. Et il y a aussi une chronologie qu'il faut soulever, si vous me permettez, c'est aussi revenir. Le peuple rifin a tout le temps été un peu la bête noire. Je reviens sur Hassan II en tant que prince héritier en 1958, avec les sbires de Oufkir, où, je rappelle, à l'époque, en 1958, il avait lui-même évoqué des mots durs, à savoir des opérations de nettoyage et de bombardement aux côtés justement de la complicité française. On peut revenir également en 2016, le soulèvement des Rifins, notamment avec Nasser Zafzafi, qui d'ailleurs est en prison au moment où on parle. Donc, vous voyez bien qu'il y a une quête sans précédent, mais surtout une quête, je dirais, animée par une volonté immuable, mais surtout indéniable, qui est celle de recouvrer son indépendance et jouir de ses droits. Donc, ces mêmes droits que le droit international est censé représenter, est censé défendre, mais surtout aussi est censé accompagner pour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à travers un processus diplomatique. Et je pense qu'aujourd'hui, le PNR est en phase avec justement les défis, les enjeux, à savoir un mouvement pacifique, certes, et sans armes et non armé, mais surtout un mouvement qui se doit justement de s'adapter par rapport aux mêmes stratégies qui sont peut-être beaucoup plus faciles du côté du Makhzen et du côté de la dynastie alaouite, à savoir comment rendre audible cette quête noble diplomatiquement à travers justement les couloirs, les coulisses notamment de la communauté internationale, et rendre possible justement cette indépendance in fine.
Badis Nissa, on parle ici d'un droit légitime à la dernière colonie d'Afrique. Le Marzen, on le voit depuis quelque temps, rencontre des déboires à tous les niveaux, diplomatiques, scandales en tout genre, comme le scandale Pegasus ou le scandale qui a traversé d'ailleurs le Parlement européen. Et pourtant, le Maroc ne semble subir aucune pression sérieuse, bien au contraire. C'est exactement ce que je disais juste avant, c'est que le Marzen, si vous voulez, le régime du Marzen a su exploiter le mauvais côté de la diplomatie, c'est-à-dire par opposition et par contradiction à la diplomatie vertueuse. Et pour cause, parce que quand on regarde dans toute son histoire et même, je dirais, son état, son existence, en tant que tel, a toujours existé sur les victimes, sur les cadavres, notamment sur l'oppression, sur la suppression, la répression notamment des peuples, que ce soit le peuple sahraoui, mais le peuple rifin. J'aimerais juste revenir, justement, j'ai évoqué tout à l'heure Al-Khattabi en 1921, qui lui a su se soustraire et soumettre les Espagnols pour gagner et arracher son indépendance. Sauf que à Londres, justement, à la lumière de ce protectorat qui a été signé en 1912, avec la complicité du colon et bien évidemment le pays satellite qui est la dynastie alaouite, ils ont tout de suite tué dans l'œuf justement cette brève indépendance. Sauf que le Merzen aujourd'hui, encore une fois, et vous l'avez cité à juste titre, jouit de toutes je dirais, les leviers sibyllins, mais surtout pernicieux, pour pouvoir tuer dans l'œuf, et qui plus est avec la complicité aujourd'hui de son maître, de son donneur d'ordre, son donneur de stratégie qui est l'entité, ni plus ni moins l'entité sioniste, et qui souhaiterait justement maintenir le pouvoir, maintenir je dirais l'hégémonie notamment du régime chérifien aujourd'hui, le régime du Mersen. Or, il s'avère que il faut nuancer aussi, puisque le Maroc aujourd'hui subit aussi des coups, je dirais, à travers la communauté internationale qui a été de plus en plus isolée. Vous avez évoqué effectivement le scandale du Pegasus, le scandale aussi du Parlement européen. Donc, si vous voulez, ce cumul notamment de déboires et de scandales ne fait que fragiliser une entité, au même titre que l'entité sioniste, sauf qu'effectivement, comme vous l'avez dit, avec cet apport je dirais historique, mais cet apport aussi stratégique de l'entité sioniste, en tout cas l'empire chérifien procède à une espèce de sursis, mais aucunement à tuer justement cette résistance qui, encore une fois, tire ses racines d'une volonté indéniable et surtout d'un mental d'acier notamment qui est celui du peuple riverain. Mais si vous me permettez aussi, peut-être petit mot pour revenir un peu sur la chronologie tortionnaire notamment du Merzen, il faut rappeler des faits historiques incontestables et sans équivoque, à savoir la dynastie alaouite a été, je dirais, a fait plus de victimes au sein de son propre peuple marocain depuis la nuit des temps que les propres colonisateurs qui sont succédés au Maroc, à savoir les Portugais, les Espagnols et les Français. C'est pour dire qu'effectivement, c'est une stratégie ancrée dans l'ADN de la dynastie alaouite et qui voudrait aujourd'hui aussi faire taire une énième voix qui souhaiterait effectivement se voir jouir de ses droits les plus fondamentaux, à savoir la liberté et l'indépendance. Merci pour toutes ces explications. Badis Nissa, je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous intervenez à partir de Paris. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir.